La seconde macro-fonctionnalité historiquement développée dans le langage Flynn est l'exécution des actions des objets métiers du système de gestion. Lors de son installation, après la configuration de l'ontologie, les fichiers de déclaration et de peuplement vont créer toutes les instances des objets métiers nécessaires au fonctionnement de Genetrix. Citons par exemple la définition des tables de paramétrage, l'alimentation de ces tables, la déclaration des groupes utilisateurs, la déclaration de l'administrateur du site, et j'en passe. Les fichiers de déclaration et de peuplement sont écrits en langage Flynn, avec les instructions que nous allons voir dans cette vidéo. Un retour obligé sur le modèle de Genetrix pour comprendre les instructions d'exécution qui vont suivre. Le système de gestion de Genetrix s'occupe des objets métiers qui sont appelés entités. Les 4 types d'actions réalisables sur ces entités sont AF, des affichages, en général pour le navigateur Internet de l'utilisateur, MAJ, des mises à jour, habituellement en base de données, Serve, des services qui sont des tâches internes, PST pour poste, des affichages qui suivent certaines actions essentiellement pour des raisons d'ergonomie. Si une action MAJ nécessite préalablement l'affichage d'un formulaire de saisie, cette action AF portera le même nom que l'action MAJ qui en découle. C'est le cas ici de crée et modifie. Dans cet exemple, le module DNS définit l'entité ressource qui a 4 actions d'affichage et 2 de mise à jour. Ce n'est qu'un extrait. Par convention, les terminaux des actions s'écrivent avec une lettre minuscule, sauf lorsque ce terminal est aussi celui d'une entité du modèle. Une action est représentée par un lien dans l'ontologie, ici ressource.maj.cray. Pour exécuter une action d'une entité, on procède en 2 temps. Premièrement, déclarer l'action et les paramètres qui lui seront fournis. Cette déclaration de format est repérée par % suivi de la liste des paramètres entre accolades. Deuxièmement, exécuter l'action en fournissant les arguments des paramètres déclarés dans le format. Une instruction d'exécution est repérée par le caractère chapeau, suivi de la liste des arguments. Ce cas est le plus simple, on va le complexifier dans la suite. Dans l'exemple de la page précédente, la déclaration d'un nouveau format d'action va écraser celui déclaré précédemment. Avec cette syntaxe simple, il ne serait pas possible d'exécuter plusieurs actions différentes sans redéfinir le format à chaque fois. Heureusement, il est possible de déclarer le format de plusieurs actions simultanément en leur attribuant un nom local, c'est-à-dire dont la portée est le fichier de code Flynn. Ce nom est présent dans le format entre le caractère % et la liste des paramètres, dans l'exécution entre le caractère chapeau et la liste des arguments. Le nom est libre, mais doit respecter les mêmes règles qu'un terminal. Lettres, chiffres mais pas que, pas d'espace dedans, etc. Lors de l'exécution d'une action, Genetrix peut renvoyer des messages. À chaque message est attribué un niveau de sévérité caractérisant la gravité de l'événement. OK, OK, inf, information, war, attention, R, erreur. Le niveau de sévérité d'une action est le plus élevé des niveaux de sévérité des messages renvoyés par l'action. OK si aucun message. Certaines actions retournent l'ID de l'entité traitée, typiquement les actions crée, ajoute, recherche. Cet ID peut être récupéré dans une variable avec la même syntaxe que pour l'ID d'un lien, nom en sortie de la variable égale exécution de l'action. Lorsqu'une action ne renvoie pas l'ID de l'entité traitée, l'interpréteur renvoie le message « L'action n'a pas renvoyé l'ID de l'entité traitée ». De sévérité war. Un paramètre d'une action peut accepter une liste d'arguments au lieu d'un seul si l'action a été implémentée en ce sens. Dans ce cas, dans la déclaration du format, le paramètre est suffixé par crochet ouvrant, crochet fermant. Dans l'instruction d'exécution, les arguments sont placés dans un ensemble entre accolades. Ici, on recherche l'ID d'une p-table ligne, c'est-à-dire une ligne d'une table de paramétrage. Le code de la p-table est message et la clé de la p-table ligne est constituée de 2 colonnes dont on n'a pas besoin de lui fournir les codes, mais dont il faut fournir les valeurs en argument du paramètre mot-clé dans le bon ordre, celui des colonnes de la p-table et entre accolades. Il n'est pas nécessaire de passer par une variable pour exploiter l'ID retourné par une action. Dans l'exemple présent, on recherche l'ID d'une p-table, on recherche l'ID d'un syntagme, et on associe les deux par la relation intitulée en une seule instruction.
Cet exemple date un peu. Aujourd'hui, on utilise une action de l'entité nommée réflexe pour créer le lien entre la pétable ligne et le syntagme, mais le lien créé est le même. Le code retour d'une action est false si le niveau de sévérité de l'action est R, true sinon. Lors de l'exécution d'un script composé de plusieurs instructions, l'interpréteur de Flynn s'arrête à la première qui remonte une sévérité R, sauf si on a précisé la récupération du code retour par 2 points suivis d'une variable en sortie. Dans ce cas, la variable est alimentée avec le code retour de l'action, le niveau de sévérité de l'action est abaissé à war s'il était à R, le message code retour intercepté, le traitement continu est renvoyé par l'interpréteur et le traitement continue. L'astérix peut être utilisé pour signaler un argument non renseigné dans l'appel à une action. C'est le cas de ces deux exemples. Il s'agit de création de lemme dans le lexique de Génétrix. La valeur 0 est alors reçue par l'action, qui peut accepter ou pas ce cas de figure. Par ailleurs, si le ou les derniers arguments n'ont pas besoin d'être renseignés, ils peuvent être simplement omis. C'est le cas du second exemple. Une variable déjà alimentée, notamment par le code retour d'une action, peut être utilisée pour conditionner une instruction. La syntaxe fait suivre le nom en entrée de la variable par 2 points, puis l'instruction entre parenthèses. Ici, on ajoute la flexion n' au lemme ne que si on a créé avec succès le lemme. La dernière instruction pour montrer qu'on peut aussi conditionner la création de liens. La condition d'exécution d'une instruction peut être calculée. L'opérateur logique de négation point d'exclamation doit être placé après la variable sans qu'il y ait besoin de parenthèse. Si une opération logique plus compliquée est réalisée, la condition doit être placée entre parenthèses. À noter que l'interpréteur de Flynn est actuellement écrit en PHP, langage qui sait être souple sur les typages. Si une variable n'est pas un booléen, elle sera évaluée comme telle par PHP. Un entier nul sera false, un entier non nul sera true, une chaîne de caractères vide sera false, une chaîne de caractères non vide sera true. Une variable peut conditionner plusieurs instructions en une fois. Il suffit de placer les instructions conditionnées dans un ensemble, entre accolades, séparées par des virgules. L'exemple ici est tiré du fichier qui apporte les éléments communs du lexique français. On ajoute les 3 flexions au lemme aucun que si on a créé le lemme avec succès. Quelques remarques complètement hors sujet sur ce bout de code. On considère aucun comme un déterminant, ça ferait sûrement bondir des plus académiques que moi. Pour décliner ou accorder automatiquement les lemmes à leur création, on peut créer des entités nommées réguliers. Les déterminants s'accordent en genre et en nombre, mais comme il y en a peu et qu'ils sont plutôt irréguliers, je ne leur ai pas créé d'instance de régulier qui aurait permis de générer toutes les flexions à la création du lemme. Du coup, on crée aucun comme un lemme irrégulier, voire l'argument à 1, et on lui ajoute les flexions une par une ensuite, si la création s'est bien passée. Je vous laisse méditer. Dans Génétrix, la portée d'une action indique si cette action s'applique à une instance connue de l'entité ou à une ou des instances inconnues de l'entité. La portée peut prendre 3 valeurs: connu, détail, modifie, inconnu, liste, crée, recherche, ambivalent, prévisu. Attardons-nous un peu sur la prévisualisation, c'est-à-dire prévisu. C'est une action d'affichage que l'utilisateur peut déclencher pour vérifier la validité de sa saisie et prévisualiser le rendu de l'entité avant de réellement faire la mise à jour. Prévisu peut être consécutive à l'affichage d'une NAF crée de portée inconnue, car l'instance à créer n'existe pas encore, ou d'une NAF modifie de portée connue, car l'instance modifiée existe déjà. L'action prévisu gère donc les deux portées. Il y a quelques autres actions dans ce cas, j'ai retenu pour elles le terme d'ambivalent. À noter que les terminaux dans Génétrix ne sont pas accordés, sauf de très rares exceptions. Malgré que portée soit un nom féminin, les terminaux qui la caractérisent, connu, inconnu et ambivalent, restent donc au masculin. Tenter d'exécuter une action en dehors de sa portée renvoie le message « portée de l'action incompatible », message de sévérité R. Remarquons que tous les exemples d'actions présentés jusqu'à présent étaient de portée inconnue.
Pour les actions à portée connue, l'ID de l'entité traitée doit être précisé. Elle n'est pas déclarée en argument lors de l'appel, mais fournie avant le caractère chapeau. C'est le premier exemple, on modifie une entité ressource dont l'ID a été déterminé en amont. Le second exemple est une action CREA de portée inconnue, déjà rencontrée sur la diapositive 51. L'ID de l'entité n'est pas fourni à l'action, elle est récupérée via la syntaxe non sortie d'une variable suivie du signe égal et de l'action nommée. Dans la vidéo sur les déclarations Cassis, nous avons vu que Flynn n'avait pas de syntaxe pour supprimer un lien de l'ontologie. La suppression des liens s'effectue en exécutant l'action lien.mage.supprime, car un lien est aussi une entité. L'action supprime est de portée connue, on lui fournit l'ID du lien à supprimer, comme vu à la diapositive précédente. La suppression d'un lien entraîne en plus la suppression de toutes les séquences dans lesquelles le lien figure, tous les liens dans lesquels le lien supprimé figure en tant que nœud ou relation, ou ne l'est. Le cas où un lien est utilisé en tant qu'état n'est pas présent à ce jour. Pour les actions de création à portée inconnue qui le gèrent, il est possible de forcer l'ID de l'entité à créer. On utilise cette facilité lors de l'installation de Génétrix, où certains liens de l'ontologie doivent être créés avec des entités qui n'existent pas encore. Pour le premier exemple, on a créé en amont le terminal admin avec lequel on a tissé des liens. Puis on demande à créer le user administrateur ayant la même ID que le terminal admin. Notez le signe égal. Le terminal admin devient synonyme dans l'ontologie du user administrateur. Par comparaison, le second exemple est plus classique. On crée le user anonymous et on récupère son ID dans la variable $U2. Ceci n'est pas un cas rencontré dans les fichiers de Génétrix, mais un petit casse-tête. Le module Moana gère un forum avec, pour ce qui nous intéresse ici, les entités sujet et section. Quelques petites choses à savoir avant de décomposer l'instruction. Un sujet est toujours contenu dans une section, mais une section n'est rattachée à rien. On peut continuer un sujet, l'action continue crée un autre sujet et le rattache au sujet continué. Partout dans Génétrix, le champ ID bocal contient l'ID de l'entité contenante. Par convention, pour les actions de création des entités, on réserve le terminal crée pour les entités isolées, c'est-à-dire sans bocal, et ajoute pour les entités ayant un bocal. D'où le crée section, mais le ajoute sujet. Commençons l'étude de cas par le milieu. Je vais doucement pour que vous puissiez suivre à l'écran. L'action chapeau S crée la section nommée section A et retourne son ID directement en argument du paramètre ID bocal de l'action chapeau A, qui ajoute le sujet sujet 1.1 et retourne son ID qui est directement utilisé par l'action de portée connue chapeau C, qui continue le sujet 1.1 en créant le sujet 1.2, dont l'ID est récupéré par la variable $J2. Voilà, ce n'était pas si compliqué. Un dernier petit tour du côté du framework de Génétrix pour introduire la prochaine diapositive. Dans Génétrix, une tâche est l'exécution d'une action d'une entité. L'organisation de la mémoire dans la tâche en PHP est la suivante. $reçu, les données reçues par l'action, typiquement pour une action exécutée en Flynn, ce sont les paramètres en entrée. $lu, les données lues en base de données. $envo, les données renvoyées par l'action. $calc, les données calculées mais non renvoyées. Il y a bien sûr d'autres informations rattachées à la tâche, mais ce n'est pas utile d'en parler ici. Retour sur le langage Flynn. Quand on déclare le format d'une action, on signale tous les paramètres de l'action qu'on veut utiliser. Jusqu'à présent, l'instruction d'exécution de l'action ne faisait qu'alimenter ces paramètres. Les arguments ont été reçus par l'action dans le tableau $reçu de la diapositive précédente. Mais les paramètres peuvent aussi fonctionner dans l'autre sens. Lorsque l'action alimente un champ dans son tableau $envo, on peut récupérer sa valeur en Flynn. Pour ceci, déclarer le champ avec les autres paramètres dans le format de l'action et ajouter une variable en sortie dans la liste des arguments de l'exécution. L'exemple présenté ici est un enchaînement d'actions de l'entité convertisseur. On lit un fichier RDF,
un format standard du web sémantique, qu'on convertit en Flin avant de l'écrire dans un fichier et de l'afficher. Remarquez la variable $donné en sortie de l'action lit, puis en entrée de l'action convertie. Pareillement, les variables $généré et $titre sont en sortie de converti et en entrée de l'action écrit. Mais l'action journal fonctionne différemment, elle récupère toujours les champs générés et titres de l'action précédente. C'est déclaré dans l'ontologie mais pas visible ici. Il n'y a pas de différence au niveau de la déclaration du format de l'action en Flin. C'est la présence d'une variable en sortie dans les arguments de l'exécution qui va entraîner la récupération de la valeur envoyée par l'action. Si l'action n'a pas envoyé ce champ, Flin retourne le message « L'action n'a pas renvoyé le champ untel » de sévérité war. La variable est alors initialisée à 0. Les exécutions dans Flin n'ont maintenant plus de secret pour vous. Il est temps de découvrir les interrogations. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire et à partager sur les réseaux sociaux avant de visionner la suite, s'il vous plaît. Vous pouvez aussi essayer Flin par vous-même en vous créant un compte sur le site test.genetrix.com. Avec plaisir.